et la qualité et la pertinence des messages qui ont été passés. Et je m'excuse auprès d'autres, peut-être que je n'ai pas eu le temps, celle particulièrement du professeur Benoît, parce que je venais d'arriver après une brève virée dans un intérêt beaucoup plus culturel pour notre ami Jacques, etc. Bon, voilà. Donc, on a eu l'introduction par Madame Amani, docteur Amani, et elle a parlé de cette nouvelle expérience à laquelle beaucoup de pays ne pouvaient pas y faire face. Et elle nous a dit qu'il y avait un rôle de gouvernement, des instances internationales et des institutions internationales, et surtout que l'accès à la prise en charge, au traitement, au vaccin, aux sérologies, était non homogène selon les continents et selon les pays. Et il y avait une disparité importante, donc il fallait se pencher sur ce point et éviter des disparités quand on prend en charge un problème médical à l'échelle mondiale. Et bien sûr, sa conclusion était que l'accès aux soins doit être universel, quel que soit le pays, la religion, etc. J'ai déplacé celle du professeur Meki pour la simple raison et du professeur Ali, parce qu'il parlait du virus en premier lieu. Et donc, il nous a rappelé qu'il y avait 500 millions d'atteintes liées au virus, 6 millions de décès. On a eu la vaccination. Il y a des terrains génétiques qui ont fait qu'il y a eu plus d'atteintes dans certains pays, dans certains continents, notamment chez les Caucasiens, à cause du terrain HLA. Le tropisme particulier du virus pour certains récepteurs d'organes qui aboutissait au choc toxinique, plus à l'apoptose et à l'inflammation. Et au-delà de la réplication virale, l'inflammation, ça ne s'arrêtait pas, ça allait vers les globules rouges, vers la lymphopénie et les atteintes de l'endothélium qui expliquaient beaucoup d'atteintes vasculaires, etc. La gravité donc, et l'évolution de la Covid-19 dépendait en fait de la charge. Ça expliquait la durée plus longue de certaines infections, la reprise de certaines infections et entre autres le Covid long. Il y a un développement des auto-anticorps qui explique beaucoup d'atteintes, le diabète, les thyroïdites, les maladies auto-immunes, neuromusculaires, les vascularites et les thromboses. Et ces anticorps, puisqu'ils ont des récepteurs au niveau des intestins, du foie, du testicule, du cœur et du cerveau, sont à l'origine de beaucoup de maladies. Mais attention, il a insisté sur le fait que la désinformation pourrait être à l'origine de beaucoup de problèmes, notamment la survenue de myocardite. Sur 50 millions de vaccinés, on n'a retrouvé que 5 à 20 cas. Donc le bénéfice-risque est à l'avantage de la vaccination chez beaucoup de gens. Ensuite, le professeur Ali Fatoum a également répliqué sur la transmission et le développement rapide de cette pandémie sur la Covid-19, qui d'abord affectait la sphère ORL en premier lieu, et ensuite allait vers les autres organes, vers le poumon et tous les autres organes, et vers le choc lié à la sécrétion de cytokines. Donc, période d'incubation 5 à 7 jours, et on a tous insisté sur le fait que les patients qui sont sortis le mieux, c'était les patients qui venaient précocement, consulter précocement et recevoir les premiers traitements. Donc, il a dit également que les nouvelles technologies nous ont permis d'avoir un vaccin, ça a été redit par le professeur Meki, dans un temps record, grâce surtout à la FDA, à son insistance, puisqu'elle a mis cet objectif à 60% dans le succès de cet objectif, grâce au recrutement massif des patients, au financement, et l'objectif qui était essentiellement le vaccin, la prévention de la maladie. En fait, les vaccins sont efficaces, ils ont démontré leur efficacité. Il a insisté sur le fait que les vaccins ne sont pas là pour éviter la transmission, mais pour éviter les cas graves de la Covid-19. Comme vous le savez tous, les personnes vaccinées, j'en ai eu un deuxième Covid, mais ça a été vraiment, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est des cas vraiment légers, etc. C'est l'intérêt essentiel.
Et puis, l'objectif, c'est d'aller vers une immunité collective, selon lui, et cette immunité collective ne sera pas assurée uniquement par le vaccin. Nous avons eu la chance d'avoir le Omicron, la deuxième, ce virus qui a permis d'augmenter cette immunité collective, et ça ne suffit pas puisqu'il a parlé du mucosal également. Ensuite, le professeur Jacques Tebib nous a rappelé l'hécatombe de cette maladie et la véritable catastrophe humanitaire. On a eu l'information, on a eu beaucoup de désinformation, les fake news entre autres. C'est une expérience qu'il a qualifiée de stressante, d'enrichissante et de productive. Il y a eu beaucoup d'erreurs de gestion de la part de politiques, de la part de médecins. Il a cité le ministre de la Santé, il a cité également un professeur. Et ces gestions médicales ou ces erreurs étaient particulières pour la chloroquine, pour les anti-inflammatoires qui... on nous a fait beaucoup peur avec les anti-inflammatoires au début. Ils ont été lavés de tout soupçon, et l'intérêt majeur de la cortisone qui a amélioré considérablement les formes graves, notamment dans les milieux de soins intensifs. Il n'y a pas eu plus d'hospitalisation pour les maladies rhumatismales, c'est ce qui a été relaté, et on revient vers le vaccin, et il considère que c'est véritablement un exploit vaccinal. Pour la deuxième conférence qu'il a eue, il a brillamment montré que, si je le paraphrase, l'examen clinique et l'interrogatoire sont la clé du succès. Sur les cas cliniques qu'il a présentés, et le savoir-faire et la logique et le rationnel permettaient d'éviter beaucoup d'erreurs diagnostiques, etc. Bien. Ensuite, on a basculé vers le professeur Ammar Tebaibia, qui est coordinateur, était à l'origine du guide national sur la Covid lent. Par définition, au-delà, à partir de 4 semaines, ça persiste. À partir de 12 semaines, c'est un Covid lent. C'est une démarche rationnelle. Il faut surtout éliminer les comorbidités, les maladies chroniques qui peuvent prêter à confusion avec des symptômes de la Covid lent. Et c'est surtout l'apanage des personnes qui ont passé un long temps en milieu de soins intensifs notamment. Les comorbidités, vous les connaissez, c'est les maladies chroniques, le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, et j'en passe. Et les symptômes les plus éloquents de la Covid lent sont essentiellement la fatigue, les céphalées, l'anxiété. Et on a discuté également longuement les dimères. Les dimères seuls ne veulent absolument rien dire. Même devant une suspicion d'embolie pulmonaire, il faut aller vers l'angioscanne et aller vers d'autres examens qui pourraient expliquer le diagnostic différentiel de ces dimères est très important. Donc, diagnostic du Covid lent, c'est un bon examen clinique et un interrogatoire sur un faisceau d'arguments. Et il vous a montré un algorithme. Donc, vous pouvez télécharger le guide sur le site du ministère de la Santé, et tout le monde était d'accord, entre les pneumos, les cardios, les diabétologues, qu'il fallait l'actualiser puisqu'on a eu une troisième vague de Covid, et le délai de diagnostic peut prendre également plusieurs semaines, et ça, c'est l'intérêt de la formation des médecins généralistes puisque vous êtes là. J'en ai parlé sur le diabète. Les diabétiques ne font pas plus de Covid que de la population générale, mais quand ils le font, c'est une forme généralement sévère, à cause de la comorbidité qui accompagne le diabète, l'obésité, l'hypertension, les maladies rénales, cardiaques, etc. Et à cause souvent du déséquilibre du diabète qui inciterait à mettre de l'insuline dès qu'on dépasse 1,80 g. Intérêt de maintenir l'éducation thérapeutique, le suivi, l'éducation et surtout la vaccination chez nos patients diabétiques. Le cardiologue, le professeur Belkhada, est-ce qu'on peut revenir sur la diapo? Oui, donc le professeur Belkhada a évoqué essentiellement deux phases. La phase aiguë dans laquelle il a évoqué la possibilité de regarder de très près les comorbidités chez les patients et les facteurs de risque qui incitaient ou évoquaient la possibilité d'un mauvais pronostic. La Covid pouvait avoir durant la Covid des complications cardiovasculaires puisqu'il y avait ces fameux récepteurs ACE2. L'atteinte est souvent multiviscérale,
Il faut maintenir le bloqueur du système rénine-angiotensine, aldostérone, c'était au début un grand problème. Ensuite, toutes les sociétés savantes à l'échelle mondiale ont montré leur innocuité, peut-être leur avantage. Plus de syndrome coronarien aigu, plus de myocardite, plus d'arythmie et d'accidents thromboemboliques. Et cet orage cytokinique était plutôt dangereux puisqu'il pourrait entraîner une dépression myocardique, des troubles du rythme. Pronostic sévère dans certains myocardites sévères, véritable atteinte fulminante, épilepsie, les Covid, il nous a signalé qu'il avait une induction des syndromes coronariens aigus, des stémies, parce qu'en fait, les patients avaient peur de consulter et que ça a déréglé quelque part le confinement, cette peur, ça a déréglé les consultations, notamment pour les malades très graves. Il fallait y penser. Post-Covid, douleur thoracique, le pass-Covid, cardiovasculaire, augmentation, peut-être considérer le Covid-19 comme un véritable facteur de risque cardiovasculaire actuellement, pourquoi pas, c'est une question à rajouter, à poser. Et puis, les examens indispensables, la formule, l'ionogramme, un ECG, et il est revenu également sur l'intérêt de la vaccination. Notre ami Tapti donc, a parlé de la santé mentale et a rappelé les mesures préventives avec les conséquences du confinement sur toutes ses formes, la perte des repères et des libertés, la peur de la pandémie, la peur d'un proche, d'un décès, les conséquences socio-économiques et culturelles. On en parle tout le temps. Chaque fois que je prends un taxi, le chauffeur me dit on ne nous a pas remboursé, on ne nous a rien donné par rapport aux primes qu'on nous avait promis. Impact direct et indirect, les symptômes peuvent être connus ou non. Irritabilité, trouble du sommeil, la polymédication et l'automédication, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais les pharmacies ont été dévastées de Doliprane et beaucoup de produits, des antibiotiques, et là aussi, les automédications, les antibiotiques, ça nous conduit à la destruction de la flore intestinale. Et vous savez maintenant l'impact de la microbiote sur toutes ces maladies chroniques, l'obésité, etc. On a assisté à des véritables burn-out avec nos collègues, mes résidents notamment, la culpabilité, la pédopsychiatrie et assister maintenant à un avant et après Covid. Mon ami Mounnouri me pardonnera parce que j'ai assisté à la fin de ta conférence, mais comme on est de la même ville, ça va se faire. Il a parlé d'infections graves qui prenaient la forme d'ostéite, de thrombose, la mucormycose, on en connaît, un bout en diabète, ça fait très peur. On a peur de cette atteinte infectieuse. C'est vrai que les diabétiques, si on ne fait pas très attention, peuvent avoir cette conséquence. Et il a insisté sur la rééducation olfactive. J'en ai gardé un peu sur l'anosmie, et c'est très important de la faire. Le problème dans notre pratique courante, c'est qu'on ne va pas beaucoup vers l'éducation et on ne considère pas ça comme un véritable traitement. Mais je vous assure que sentir, sans voir la chose, peut récupérer beaucoup de choses. Et bien sûr, le masque, par rapport au acte opératoire, c'est pas beaucoup. Les maladies respiratoires, très bon propos de notre ami, le doyen de la faculté d'Alger, Arnaud. Il a dit que beaucoup de symptômes n'étaient pas spécifiques d'atteinte pulmonaire, ils étaient partagés entre beaucoup de spécialités, notamment la dyspnée, que beaucoup d'atteintes respiratoires étaient asymptomatiques. Le post-Covid concernait le médecin généraliste et que les 54% de patients qui continuaient à faire des formes graves, c'était des formes sévères hospitalisées, notamment en milieu de soins intensifs. La prise en charge est classique chez eux, en pneumophysiologie classique, sauf pour la fibrose, pour laquelle ils n'avaient pas beaucoup de solutions, compte tenu que les agents antifibrotiques ne sont pas commercialisés et qu'il y a un déficit en unité de rééducation fonctionnelle et la multidisciplinarité était très importante. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en recommandation? Comme ça, à la volée, on a appris que beaucoup de choses sur la Covid-19, mais il reste beaucoup à faire. On a peut-être, comme l'a dit le professeur de Michigan, on a peut-être gagné la bataille, mais pas la guerre avec la Covid. Prendre en considération les avancées scientifiques et les technologies. Le vaccin, il faut y croire, il ne faut pas écouter ou lire tout ce qu'on vous dit sur le net. En un temps record, le professeur Miki vous a expliqué que c'est des années, on a juste interféré un virus avec un autre.
Ne pas baisser la vigilance, ce n'est pas fini. Attention, donc, si on arrive à avoir une immunité collective, c'est tant mieux. Attention, il faut donner une attention particulière ou accorder une attention particulière aux personnes vulnérables, les maladies chroniques, les insuffisants cardiaques, rénaux, etc. Les conséquences, parce qu'ils décompensent plus vite, plus rapidement. Il suffit qu'ils ne prennent pas leur traitement, qu'ils n'assurent pas de suivi correct. Le Covid lent existe, il faut s'en occuper. N'oubliez pas vos patients, écoutez-les, écoutez bien attentivement quand ils se plaignent d'un symptôme. Actualisez le guide et bien sûr, pensez à ces enfants perdus à cause d'une perte d'une personne proche. Et je vous remercie, je m'en excuse, j'ai pris beaucoup de temps.